Bonjour et bienvenue dans la quotidienne de School TV, l'émission qui vous raconte l'éducation au quotidien. Au sommaire aujourd'hui, elles sont en augmentation, pourtant on en parle peu. Les violences sexuelles entre mineurs font l'objet d'un livre à la fois complet et extrêmement instructif. Il a été co-dirigé par Olivia Sarton, elle est l'invitée du Grand Oral. L'Anti-Sèche de Brandon Moirette. L'Anti-Sèche, vous le savez, c'est la façon dont l'actualité résonne dans les programmes scolaires. Actu du côté de Barcelone aujourd'hui, la célèbre cathédrale inachevée de Gaudi ne l'est plus, en tout cas plus pour très longtemps. Programme ceux d'histoire de l'art. L'heure de la récré, toujours avec Brandon, passionné d'histoire, vous le savez maintenant. Il emploie ses récrés à en faire, mais de façon ludique. Rendez-vous enfin, comme tous les vendredis, avec Célie. Célie qui va nous permettre de recroiser l'histoire, celle des Vikings, avec une sélection de livres pour les enfants et les adolescents. La quotidienne de School TV, c'est maintenant, c'est parti. Grand Oral. Agir, prévenir, guérir, c'est le triptyque qui structure le livre Violences sexuelles entre mineurs qui vient de sortir. Olivia Sarton, bonjour. Bonjour Emmanuel. Vous êtes juriste, directrice scientifique de Juristes pour l'enfance et vous avez co-dirigé avec Claire de Gatelier cet ouvrage qui vient de sortir chez Artege. Sujet tabou, écrivez-vous en intro, parce qu'il faut vraiment bien lire le titre, c'est violences sexuelles entre mineurs, parce que celles dont les mineurs sont victimes, on en a pas mal parlé ces dernières années, mais entre mineurs, on n'en parle jamais. C'est un sujet dont on parle très peu, c'est un sujet qui est difficile à médiatiser, c'est un sujet qui est difficile à émerger. D'ailleurs, il y a très peu de dépôts de plainte en réalité. Il y en a quand même, parce qu'entre 2019 et 2020, il y a eu plus de 23 000 dépôts de plainte. Donc c'est quand même pas mal. Mais ça marque une augmentation. Et ça marque une augmentation. Ça représente quand même une toute petite frange des violences effectivement subies, parce que c'est très compliqué pour les victimes de révéler les faits, de les porter à la connaissance de la justice. Mais c'est un phénomène en augmentation aussi de manière très étonnante dans la tranche d'âge des plus jeunes, puisqu'on a des chiffres assez importants pour les moins de 13 ans et aussi les moins de 10 ans. Donc c'est une tranche d'âge auquel on s'attend assez peu pour ce sujet des violences sexuelles entre mineurs. Et pourtant, on s'attend encore moins aux plus petits et on va voir que pourtant ils peuvent être concernés. Du côté des auteurs, les garçons, à une écrasante majorité. À une écrasante majorité, les garçons, 93%, je crois, quelque chose comme ça. Et aussi, du côté des victimes, on peut peut-être relever le chiffre, 75% de victimes sont des filles, un quart sont quand même des garçons. Tous les milieux concernés? Tous les milieux sont concernés. Pas mal, évidemment, d'abus dans le milieu familial, en intrafamilial, mais tous les milieux sont concernés et ça défraie la chronique quand ça se passe notamment dans la cour de l'école. Bien sûr, on va en reparler du rôle de l'école parce qu'il est absolument déterminant. Le fait que ce soit beaucoup en intrafamilial qui contribue également au tabou, c'est-à-dire que c'est extrêmement compliqué on est tout de suite au cœur de la cellule familiale, des équilibres familiaux. Voilà, c'est effroyablement piégé comme sujet. C'est compliqué pour les familles de prendre en charge, c'est compliqué pour les petites victimes d'être crues. Et puis c'est compliqué de trouver un avenir, mais ça on en reparlera aussi. Bouquin extrêmement complet, je le disais. Alors à partir de la page 19, je vous la montre parce que vous allez comprendre ce que je veux dire. Vous voyez, il y a des tableaux. Et alors c'est un tableau extrêmement instructif. Jusqu'à l'âge de 5 ans, il y a une première colonne qui indique ce qu'est un comportement sain et naturel. Le deuxième, comportement préoccupant. Le troisième, comportement nécessitant une aide professionnelle. À tous les âges, c'est fondamental parce que la découverte du corps de l'autre, la curiosité en fait, n'est pas forcément un vilain défaut, même quand il s'agit d'une curiosité pour le corps. Exactement, c'est ça qui est très difficile et c'est pour ça que ce sujet est resté longtemps tabou. C'est parce qu'il faut distinguer ce qui est de la curiosité, comme vous venez de le dire, ce qui peut être aussi de l'ordre du jeu, de l'appréhension. Jouer au docteur, par exemple. Jouer au docteur, voilà ce qui s'est fait. Jusqu'à 5 ans, quand on est vraiment tout petit. Voilà, exactement. Tard, c'est autre chose, ce qui peut être aussi de l'ordre du jeu amoureux entre un garçon et une fille, même un peu jeune. On essaie de s'observer dans les toilettes, de regarder. Exactement. Et ce qui est appelé, alors il y a des termes différents. En France, on appelle ça comportement sexuel problématique, quand vraiment là, il y a quelque chose qui ne colle pas et qu'on ne peut plus prétendre qu'on est de l'ordre du jeu ou de la curiosité, de la découverte. Si je garde le docteur, on passe du comportement sain et naturel au comportement préoccupant, notamment quand il y a une récurrence. Voilà, quand il y a une récurrence, alors que l'enfant a été informé que c'était un jeu auquel on pouvait jouer, mais qu'il y avait des parties auxquelles on ne jouait pas trop, et donc on était prié de ne pas réitérer une fois qu'on avait vu, et puis qu'on a dispensé une petite explication à l'enfant. Voilà. Et à partir du moment où il réitère, ça devient ennuyeux. Ça devient ennuyeux, et d'autant plus s'il réitère quand le petit patient, on va dire, n'est pas d'accord. Voilà, et là on arrive à la troisième colonne, et là cette fois c'est pas seulement préoccupant, il faut aller voir des professionnels. C'est là quand on oblige l'autre à se dénuder. Exactement. Quand on n'est pas d'accord pour jouer au docteur, il y en a un ou une qui n'est pas très pour. On l'oblige à se dénuder, voire avoir une exploration un petit peu plus avancée, et là ça devient problématique. Et quand ça devient problématique, ça ne veut pas dire que l'enfant est potentiellement un agresseur ou que il va rester avec ce comportement sexuel problématique. Mais en tout cas, ça veut dire qu'il faut une aide de professionnels
pour déjà analyser pourquoi il a ce comportement sexuel problématique, qu'est-ce qui peut expliquer qu'il pousse plus loin cette curiosité alors qu'on lui a déjà expliqué que ça ne se faisait pas. Et puis, comment est-ce qu'on peut l'aider aussi? Les premiers professionnels vers lesquels on se tourne? Alors, on ne va pas tout de suite voir juriste pour l'enfance. Non, les premiers professionnels vers lesquels se tourner, c'est naturellement son médecin de famille. Et puis ensuite, le médecin de famille va aiguiller sur des psychologues spécialisés qui vont pouvoir aider l'enfant. La première chose, c'est quand même l'investissement des parents. Hein. Comme d'habitude, c'est quand même aux parents d'abord de prendre en charge ce volet éducatif. Et il faut qu'ils se forment eux-mêmes, parce que c'est vrai que beaucoup de parents sont un peu démunis. Mais il faut qu'ils se forment, qu'ils n'aient pas peur de se former sur ce sujet, le sujet de l'éducation à la vie affective et sexuelle, et puis qu'ils en parlent avec leurs enfants. Voilà, et on le redira, vous avez intérêt, si vous êtes parent, à vous former, parce que ce n'est pas l'éducation nationale qui s'en chargera. Elle reste quand même là. Alors, évidemment, il y a des endroits où ça se passe bien, donc je déteste toujours dire les choses comme ça. Donc bravo, et c'est formidable là où ça se passe bien, mais dans la majorité des cas, ça ne se passe pas. Et ça ne se passe pas, c'est un vrai problème. Oui. Voilà. Agir, prévenir, guérir, des spécialistes qui répondent. Façon de se former, lire le bouquin coordonné et dirigé par Olivia Sarton et Claire de Gatelier. Olivia Sarton qu'on retrouve juste après l'Anti-Sèche. Brandon Noirette. Brandon, bonjour. Bonjour Emmanuel. Anti-Sèche aujourd'hui qui nous emmène tout droit en Catalogne, à Barcelone. Une des 4 tours de la Sagrada Familia vient d'être achevée. C'est une étape extrêmement importante vers la fin de sa construction. Et à cette occasion, vous allez revenir sur l'histoire d'un des monuments les plus célèbres du monde. Effectivement, et le monument le plus visité d'Espagne, largement devant l'Alhambra de Grenade ou encore le musée du Prado de Madrid. Un chapitre de la Sagrada Familia qui vient de se terminer. Le premier s'est ouvert il y a 149 ans, il y a très longtemps déjà. En 1874, on a un homme, il est libraire, il est écrivain, il s'appelle Joseph Maria Bocabella. Et en fait, lui, il a une idée, c'est de faire construire une église en l'honneur de la Sainte Famille, Sagrada Familia. Voilà, d'où son nom. Jésus, sa maman Marie et son père Joseph. En fait, cette idée vient d'un départ d'un voyage à Rome, au Vatican, où là, il est subjugué par la grandeur, l'histoire du Vatican, ses monuments et l'importance de la religion. Il revient quelques semaines plus tard dans son pays, à Barcelone, et là, il décide d'acheter un terrain à l'emplacement actuel de la Sagrada Familia. Bon, tout se passe bien au départ. Il fait appel à un architecte, Paula del Villar. Bon, un homme très connu qui a composé aussi différents monuments dans la ville. La première pierre est posée en 1882, sauf que cet architecte aussi, il commence à avoir des problèmes. Des divergences vont naître entre lui et les constructeurs à propos notamment du prix des matières premières. Il lâche l'affaire, il abandonne très rapidement, moins d'1 an après le début. Le problème, c'est qu'on n'a pas d'architecte. Les plus connus ne veulent pas s'intégrer au projet. Et là, on fait appel C'est là qu'entre en scène. Oui, Antoni Gaudi. Il n'est pas très connu. Désormais mythique. Oui, très mythique. Mais à l'époque, tout jeune. Mais oui, tout jeune, il a 31 ans, il n'a rien fait encore à ce moment-là, on prend le risque. Et lui, Gaudi, il a des ambitions, il reprend les idées dès le départ. Les plans sont totalement mis à la poubelle. Il a une ambition, lui, c'est avoir justement l'importance de la nature pour construire cette église. Il s'inspire de ces hauteurs, cette forêt absolument magnifique où la lumière est extrêmement importante au niveau de la canopée. Et l'histoire démarre de la Sagrada Familia. Et lui, c'est lui qui imagine, hein, cet imposant bâtiment constitué de 5 nefs. 18 tours, il y en a 12, c'est ça. Il y en a une par apôtre, 4 pour les évangélistes, une pour la Vierge Marie, enfin la tour la plus haute au centre pour Jésus-Christ. Et oui, Gaudi voulait faire en fait de la Sagrada Familia l'édifice le plus haut de Barcelone. Il va dédier toute sa vie évidemment à la construction du monument. Il a aussi très vite compris qu'il ne verra pas la fin des travaux, étant donné la complexité aussi, la construction et les problèmes de financement. Le coût, oui, c'est ça. Oui, le coût, ça coûte excessivement cher à l'époque. Au fur et à mesure, bon, les travaux avancent, même si bon, ça ne plaît pas à tout le monde. On lui reproche aussi cette lenteur. Alors, vous savez ce qu'il répond, Antoni Gaudi, aux détracteurs qui disent bon, c'est très lent cette histoire. Il répond que son client n'est pas très pressé. Son client, Dieu. Et c'est Dieu. Ouais, on a l'éternité devant nous alors. Exactement. Pratique. Le grand architecte. Bon, le problème aussi, c'est qu'Antoni Gaudi est sur d'autres projets en même temps. Il a commencé la Casa Batlló, la Casa Mia, le parc Güell. Bon, on lui dit il faut vraiment se concentrer sur ce projet. À partir de 1914, il se concentre essentiellement sur la Sagrada Familia. Et bon, après l'histoire de ce monument continue et ça prend du temps. Ça prend beaucoup de temps. Antoni Gaudi, lui, va voir la fin de ce monument en 1925, une première partie avec la fin du clocher. Le problème, c'est qu'Antoni Gaudi meurt 1 an après. Il est fauché par un tramway à quelques rues de la Sagrada Familia. Un peu plus de 70 ans, il meurt, Antoni Gaudi, et il aura vu seulement 20% des travaux de ce monument. Auquel il aura consacré 43 ans de sa vie. Oui, 43 ans de sa vie. D'autres vont devoir prendre le relais, et c'est l'histoire toujours inachevée de cette cathédrale inachevée qui commence parce
parce que très vite arrive la guerre civile qui interrompt les travaux. Oui, effectivement. Et puis la guerre civile, les anarchistes ont brûlé il y a un incendie, puis ils ont brûlé la plupart des plans d'Antoni Gaudi. D'ailleurs, ça a provoqué énormément de polémiques jusqu'à encore aujourd'hui. Est-ce que les architectes qui ont suivi Antoni Gaudi ont respecté évidemment les plans d'origine? Bon, en tout cas, la construction va s'achever très prochainement avec la plus haute tour, la tour Jésus-Christ, 172 mètres. Ce sera le plus haut monument de Barcelone et ce sera aussi le plus grand monument, la plus grande église au monde, très largement devant l'église d'Ulm en Allemagne. Objectif, quelle année? 2026. 2026, c'est une date éminemment symbolique puisque nous célébrerons les 100 ans de la disparition d'Antoni Gaudi. 141 ans de travaux. Pendant toutes ces années-là, le monument a été financé essentiellement avec de l'argent privé, les billets d'entrée et grâce aux dons. Donc c'est assez absolument magnifique. Le gouvernement espagnol, l'église? Non, rien du tout. Pas de gouvernement espagnol, pas d'église. Wow. Donc c'est assez incroyable. 25 millions d'euros comme ça. Oui, 25 millions d'euros par an pour financer ce monument. Que l'on retrouve notamment dans les cours d'histoire de l'art. Merci beaucoup. On se retrouve pour la récré. Avec plaisir. Olivia Sarton, Grand Oral. On a dressé dans la première partie de l'émission le panorama de ces violences sexuelles entre mineurs. On s'intéresse aux causes maintenant, notamment aux raisons pour lesquelles elles ont augmenté, ces violences. Toujours avec la juriste Olivia Sarton, directrice scientifique de Juristes pour l'enfance et qui a co-dirigé cet ouvrage extrêmement complet, extrêmement passionnant chez Artege, consacré aux violences sexuelles entre mineurs. On a dit, vous l'avez dit en introduction, ça augmente dans un contexte qui est marqué par plusieurs évolutions. La première de ces évolutions, c'est l'hypersexualisation de l'enfance. Oui, alors ça concerne vraiment les violences, on va dire, au sens large. C'est-à-dire, par exemple, les gynécos, depuis longtemps, tirent la sonnette d'alarme sur le fait que quand ils reçoivent des jeunes filles en consultation, ils constatent des blessures qui sont liées à des pratiques sexuelles et elles rapportent qu'elles ont accepté ces pratiques sexuelles de la part de leurs copains parce qu'on leur a demandé de reproduire ce qu'il y avait dans les films pornographiques. Donc, hypersexualisation, certes, et pornographie, qui est donc un facteur majeur de l'extension de ces violences sexuelles. Alors, de quelle manière? Je viens de le dire par la reproduction de ce qu'on voit à l'écran. Les jeunes sont persuadés que pour apprendre comment avoir une relation sexuelle, eh bien, il faut passer par la pornographie et que sinon, ils ne sauront pas faire. C'est un discours qui est vraiment très répandu chez les collégiens. Ça apprend comment faire. Voilà. Donc ça, c'est une première cause assez ennuyeuse. Et la deuxième cause, c'est l'image qui est véhiculée dans la pornographie. Là, on vient d'avoir un nouveau rapport absolument dramatique sur le contenu de la pornographie. On sait que c'est un contenu extrêmement violent. On dit que c'est une culture, ça véhicule une culture du viol. Une culture du viol, voilà, très dégradant. Et ça véhicule une culture du viol non seulement pour les jeunes qui la regardent, mais de manière générale. Hein, dans le livre, on cite des chercheurs qui parlent de culture pornifiée, même pour l'ensemble de la société. Finalement, quand on voit l'augmentation des violences sexistes tout court, on se dit que c'est aussi lié à ça, c'est-à-dire qu'il y a une culture qui est véhiculée vraiment d'humiliation et de dégradation de la femme, parce que très souvent, c'est quand même la femme... Oui, il y a 97%, dites-vous, dans le livre. Qui est mise en œuvre comme ça. Il y a aussi, malheureusement, beaucoup de pédocriminalité, c'est-à-dire des films pornographiques qui sont réalisés avec des petits mineurs, des petites victimes mineures. Et tout ça circule. Et tout ça circule. Et ce sur quoi vous insistez également, il y a le viol, et donc cette culture du viol. Il y a aussi, et ça c'est lié à la façon dont tout ça est filmé, une déshumanisation oui, c'est ça. des victimes. C'est-à-dire que si on ne voit plus que des organes, etc., il n'y a plus de visage, il n'y a plus rien. Oui, j'avais lu il y a quelques temps. On a affaire à des objets. À des objets. C'était très intéressant. J'avais lu une sexologue qui recevait en consultation des patients addicts à la pornographie. Il y en avait un qui lui avait dit « Quand je croise des gens, maintenant, je ne les vois plus que par morceaux. » C'est-à-dire que voilà, il est focalisé sur les organes génitaux, la poitrine. Il n'arrive plus à considérer la personne dans son intégralité. Et c'est évidemment un véhicule important des violences sexuelles. Voilà, et ça a un impact, vous le dites, sur les adultes, et donc j'allais dire a fortiori, quand on est enfant ou adolescent et qu'on est en train d'essayer de construire tout ça. Les écrans, en général, si on régulait déjà un peu l'accès aux écrans pour les enfants, ça pourrait quand même limiter un petit peu c'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet. On sait que la pornographie devrait être interdite aux mineurs. Il n'y a toujours absolument rien qui est fait. Si, il y a des textes de loi, il y a qui sont adoptés. Il y a un procès qui est en cours contre 5 principaux éditeurs de sites pornographiques. Mais on attend toujours de voir l'avancée de ce procès. Et il y a une solution technique qui a été mise en œuvre pour interdire l'accès aux sites pornographiques pour les mineurs. Elle a été réalisée par un ingénieur de Polytechnique. Elle est prête depuis plus d'1 an et demi. Elle n'est toujours pas mise en œuvre. On ne sait pas pourquoi. Tout est prêt. C'est une solution très simple qui préserverait à la fois
l'anonymat de l'adulte qui voudrait consommer, le fait qu'on ne puisse pas faire le lien entre sa demande de justification de son âge et le site qu'il veut aller consulter. Et cette solution n'est pas mise en œuvre. C'est très surprenant. C'est à n'y rien comprendre. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que cette fréquentation, cette consommation de la pornographie, elle a des effets sur le cerveau et des effets mesurables. Des effets mesurables. Ça, c'est vraiment très important et c'est tout l'apport des neurosciences qui nous montre ça. C'est-à-dire que sur les jeunes cerveaux des enfants, eh bien, la consommation de pornographie va avoir un effet un peu semblable à celui que peut avoir l'effet de la drogue. Et va en réalité transformer son cerveau, et notamment parce qu'on sait que le cerveau de l'enfant, il ne termine sa croissance qu'à vers 25 ans environ. Et encore chez les garçons, c'est plutôt 35 fois moins. Et donc, la pornographie va avoir une influence extrêmement importante sur la pulsionalité, sur le registre des émotions. Et quand vous dites drogue, c'est pas par hasard, parce qu'on voit les phénomènes d'addiction se tisser, se neurotisser de manière très évidente. Et ce qui explique aussi les violences sexuelles, parce que l'addiction dont vous parlez, elle a pour effet que, comme dans l'alcool ou la drogue, il faut sans cesse avoir des doses. Or, la pornographie, comme le temps est limité, vous ne pouvez pas à un moment accroître en temps. Donc en fait, la dose que vous allez augmenter, c'est son intensité, sa puissance, et donc l'escalade dans des contenus de plus en plus violents, de plus en plus déshumanisants, puisque les contenus, on va dire, basiques, ne feront plus d'effet. Et oui, et avec ce lien direct entre cette exposition-là et l'augmentation des faits, et notamment des violences sexuelles entre mineurs, dont on parle avec Olivia Sarton. On va prendre une petite respiration, parce que le sujet est un petit peu lourd, mais on va y revenir, parce qu'il est extrêmement important. La récré, Brandon Noiret. Rebonjour, Brandon. Rebonjour, Emmanuel. Passionné d'histoire. Oui. Et comme vous êtes passionné d'histoire, même pendant la récré, qu'est-ce qu'il fait ? Eh bien, il fait de l'histoire, Brandon. Et il tombe sur un bouquin, Fun Fact historique, écrit par Adrien, qui vient de sortir, c'est chez Hugo Images. Oui, alors c'est un livre que vous avez appris par cœur en 2 heures. Oui, non, mais c'est assez sympathique. Bon, pour celles et ceux qui ne connaissent pas les grandes anecdotes, la petite histoire de France qui fait la grande histoire, c'est extrêmement intéressant. Bon, on défile l'histoire de France du Moyen-Âge environ jusqu'au début du XXIe siècle, c'est assez intéressant. Par exemple, on nous parle de l'assassinat d'Henri IV par François Ravaillac, 14 mai 1610, rue de la Ferronnerie. Bon, on nous explique qui était ce roi, qui était cet assassin et où ça s'est passé, donc c'est sympathique. On a par exemple aussi... Sympathique, c'est peut-être pas le mot. Non, mais c'est sympathique, je veux dire. À lire. Voilà, c'est sympathique à raconter, voilà, parce qu'en fait, on va partir d'un événement complexe et on va le raconter de façon très claire, c'est très pédagogique, c'est très didactique. On a aussi des événements très récents, par exemple, regardez, c'est 1998, 12 juillet, et oui, la victoire de l'équipe de France de football. Les bons souvenirs. Voilà, et là on nous raconte, ça vous rappelle des bons souvenirs ? Bah oui, quand même. Comme tout le monde. Sympa. Je me rappelle, j'étais pas encore... Vous n'étiez pas né, vous. Non, j'avais 1 an. Donc non, mais ça c'est intéressant, cet événement, par exemple, on nous rappelle la contre-performance de Ronaldo pour l'équipe du Brésil, comment ça s'est passé. Et pas que de Ronaldo aussi. Et pas que Ronaldo, effectivement. Ouais. On nous parle de mon événement un peu plus tragique, mais au moins on apprend beaucoup de choses. C'est aussi intéressant pour les petits, notamment sur les héros de l'hypercachère, notamment lors des attentats de Charlie Hebdo. On a aussi des anecdotes croustillantes dans ce livre, et ça, je sais que vous adorez, Emmanuel. Par exemple, on apprend que l'hymne God Save the Queen, God Save the King, a une origine française. Oui. Ah oui. Ça, je le sais. Ah bah vous le savez, bah voilà, allez-y. Et oui, c'est Lully, effectivement, c'est le compositeur à la cour de Versailles. Bon, il voulait célébrer la guérison du roi Louis XIV qui avait subi une fistule anale. Voilà, c'est surtout ça le truc anecdotique. Oui, c'est ça la petite histoire. Quand je vous dis anecdote croustillante, ça va jusqu'au bout. Et donc, il compose une musique, c'est un cantique qui s'appelle Grand Dieu sauve le roi. Bon, tout le monde chante cette musique à la cour de Versailles. On a le compositeur Handel anglais qui vient un jour et puis il est ébloui par cette grandeur, cette musique. Il en fait une adaptation. Effectivement, il en fait une adaptation. Il traduit les paroles presque mot pour mot. Il propose ça au roi, God Save the King. C'est accepté évidemment, le succès est immédiat. Et en 1745, l'hymne anglais devient God Save the Queen. Et depuis, God Save the King, the Queen, c'est redevenu, ça a changé. Voilà, beaucoup d'anecdotes croustillantes dans ce livre. Génial, Fun Fact historique. Voilà. Certifié et validé, c'est signé The Smarty Adrien. Oui, voilà, c'est un fan, un influenceur, fan d'histoire, notamment sur les réseaux sociaux. Puis il a fait ce livre. C'est sympathique, alors beaucoup pour les petits, mais aussi pour les grands. Ça sert de base pour approfondir après d'autres livres plus importants. Et ça donne envie, Brandon. Merci beaucoup. Grand oral, Olivia Sarton.
C'est un livre à 360 degrés qui donne la parole à tous les acteurs impliqués dans la prévention des violences sexuelles entre mineurs, mais aussi dans leur détection, dans leur traitement judiciaire ou psychothérapeutique. Il a été dirigé par Claire de Gatelier et Olivia Sarton. Olivia Sarton qui est notre invitée dans ce grand oral. La détection des faits, vous le disiez, elle n'est vraiment pas évidente. Elle n'est pas évidente parce qu'il faut que les enfants parlent. Alors, il y a un endroit où la détection des faits a lieu assez fréquemment maintenant, c'est quand même dans le sein des écoles. On en parle puisqu'on est ici, c'est intéressant. Il y a des faits qui se produisent régulièrement, qui sont repérés par les instituteurs, les institutrices, les surveillants de cours, et qui peuvent donner lieu à une prise en charge. Parce que c'est ça qui est important, c'est que quand on a des faits qui concernent des tout petits, 5 ans, 7 ans, eh bien, il faut qu'il y ait une prise en charge. Ça ne peut pas être une réponse pénale, évidemment, mais il faut une prise en charge éducative et psychothérapeutique. Et la plus rapide possible. On parle beaucoup du consentement quand on parle des violences sexuelles en général. Est-ce que quand on parle des mineurs, et alors a fortiori des petits, cette notion de consentement peut exister? Parce que derrière l'idée du consentement, il y a la notion du consentement libre et éclairé, quoi. Mais bon... Voilà, c'est une notion qui est extrêmement, qui est de la notion phare, promue dans les séances d'éducation à la vie sexuelle de l'éducation nationale. Et pourtant, les chercheurs s'accordent à dire que c'est quand même vraiment quelque chose de difficile à mettre en œuvre, à appréhender pour les enfants, surtout les plus jeunes, les plus petits. La sphère de l'enfance, c'est quand même la sphère par définition où on ne demande pas en général leur consentement à l'enfant. À l'enfant, on lui dit d'aller à l'école. Même s'il dit « je ne veux pas y aller », en général, il s'y retrouve. Il ira quand même, oui. Donc, il est habitué à ce que finalement son consentement soit toujours dépassé. Prendre la mesure de ce que veulent dire certains actes, c'est compliqué aussi, parce que le consentement implique qu'on ait vraiment une connaissance ou une appréhension au moins intellectuelle et puis même corporelle de ce que signifient les actes, de ce que veulent dire les actes. Pour les enfants, c'est extrêmement compliqué à comprendre. Et d'ailleurs, c'est la raison... Entre mineurs, c'est encore plus compliqué, non? Parce que de temps en temps, on a ces espèces de phrases où on dit aux enfants, même quand ils sont petits, de faire attention aux adultes, dans la rue, ne parle pas à des... Oui, c'est encore plus compliqué. Si un monsieur vient te voir, etc. Mais quand c'est un camarade, un frère, une sœur... Et d'ailleurs, c'est une des causes de ces violences, c'est que, par exemple, un enfant qui a visionné de la pornographie, il ne comprend pas ce qu'il a vu en réalité. Son cerveau n'est pas apte à décrypter ce qu'il a vu. Et donc, il va le reproduire sur un ou une camarade pour essayer de le comprendre. Mais il ne le comprendra pas plus et son camarade pas plus et il ne sera pas consentant. Et il aura ou elle aura été agressée dans l'intervalle. Alors, il y a l'avant. Du côté de l'éducation nationale, c'est une clé majeure, vous le rappelez dans le livre, l'éducation sexuelle. Et on n'arrête pas de dire que ça ne fonctionne pas suffisamment. Est-ce qu'il y a quand même des progrès ? Alors, il n'y a pas de progrès, non. On ne peut pas dire qu'il y a des progrès. Les séances sont très peu assurées. Et quand elles sont assurées, par an, si je me souviens bien. C'est 3 séances par heure, de 2 heures plutôt. Par an, oui, c'est et ça. Quand elles sont assurées, elles sont, on voit bien aujourd'hui, axées non pas sur l'éducation de la personne d'abord, parce que certes, il faut l'éducation au corps, ça en général, c'est à peu près fait. Mais avant de faire de l'éducation à la sexualité, l'enfant, c'est un être en construction. Il n'a pas la sexualité d'adulte. Il n'est pas fait pour une sexualité d'adulte. Il faut d'abord qu'il construise son cerveau, son cœur. Or, l'éducation à la sexualité, c'est axé sur le plaisir, sur apprendre le plaisir, sur des relations sexuelles dès qu'on veut, dès que les deux parties sont consentantes. À 11 ans, ça ne veut strictement rien dire. Et donc, on a une éducation à la sexualité qui est très déficiente. Mais vous savez que Papendiaï, avant de quitter son ministère, avait donc demandé au Conseil supérieur des programmes de se mettre à la tâche et de concocter un programme d'éducation à la sexualité. Il est en train de travailler dessus. J'espère qu'il va en sortir quelque chose qui permettra vraiment d'apporter quelque chose aux enfants qui ne soient pas que des techniques sexuelles comme aujourd'hui l'éducation à la sexualité l'est. Sachant que c'est quand même une affaire de curseur, parce que dire aussi aux enfants que le sexe, c'est une partie de l'amour, que c'est pas l'ennemi, c'est important aussi. C'est vraiment une question de curseur. Il faut pas basculer d'un excès à l'autre. Non, c'est très important, mais il faut le situer dans des tranches d'âge. Pour les enfants les plus petits, il faut avoir absolument une éducation au corps, à la transformation du corps. Mais on ne va pas parler pour un petit, quand je parle petit, je dis maternelle, début de primaire, de relations sexuelles, ce n'est pas adapté du tout. Évidemment, pour les plus grands, quand on voit le contexte de la société, il y a beaucoup de choses à dire et à leur transmettre. Mais plus que s'arc-bouter sur la notion de je vais te transmettre comment tu peux arriver à l'orgasme, parce que c'est ça, les cours d'éducation à la sexualité aujourd'hui, du moment qu'il y a consentement, je pense qu'il y a tout un soubassement très important à mettre en œuvre avant. Pour les victimes, il faut absolument reconstruire, doublement j'allais dire, parce que vous dites que le premier facteur de risque
de commettre des actes, c'est d'avoir été victime. Exactement. Donc on a plutôt intérêt à les reconstruire, les victimes. Et le second, c'est de ne pas avoir reçu d'éducation sexuelle. Donc on a parlé du second avant de parler du premier, mais sur le premier, c'est la meilleure de toutes les batailles. Oui, la prise en charge des deux, des enfants auteurs et des enfants victimes. Bien sûr, des victimes. Puisqu'on sait que les enfants auteurs, comme vous le dites, un tiers des enfants auteurs a d'abord été victime. Donc victime, pas forcément d'un autre mineur, mais souvent victime d'un adulte. Et donc la nécessité de prendre en charge ces mineurs victimes de manière à ce qu'ils puissent se reconstruire, qu'ils ne mettent pas la sexualité dans cette case violente, mais qu'ils apprennent qu'il y a un autre chemin, qu'ils apprennent qu'ils ne seront pas pour toujours victimes, qu'ils apprennent également que ce n'est pas parce qu'ils ont subi eux-mêmes qu'un jour ils deviendront auteurs. Et ça, c'est vraiment un défi qui interroge aussi l'état de la médecine, parce qu'il faudra avoir suffisamment de pédopsie, etc., pour les prendre tous en charge. Ça s'apprend où, ça, chez le pédopsie? C'est chez les pédopsies spécialisées. Non, c'est pas le médecin. Alors, sauf si ou elle s'est formée spécifiquement à ça, il y en a. Non, il faut une prise en charge absolument psychothérapeutique. C'est ça. Et là, on indispensable. Tous les problèmes. Et puis, il faut aussi le passage de la loi. C'était important, ça a été très bien dit par les juristes qui interviennent dans ce livre. Le passage de la loi, c'est-à-dire la saisine de la justice, est très importante parce qu'elle permet de rétablir les personnes dans leur rapport à la loi, dans le rapport à l'interdit. Et aujourd'hui, dans leur rôle et à quel endroit ils se situent l'interdit par rapport à la loi. Oui, tout à fait. Olivia Sarton, merci beaucoup. Vous restez avec nous, on va rentrer dans une librairie. Je ne suis pas certain que votre livre aura sa place, une librairie plutôt livre pour enfants. Encore que, on va lui poser la question à Célie, non sans avoir remercié Brandon. Merci Manuel. Et on est vendredi, c'est librairie, c'est Célie. Comme tous les vendredis, donc, on pousse les portes de la librairie de Célie. Célie, bonjour. Bonjour Emmanuel. Bonjour Célie. Spécial viking aujourd'hui? Oui. Les vikings qui n'étaient pas un peuple, n'est-ce pas? Mais qui ont le vent en poupe, des séries, il faut expliquer pour celles et ceux qui ne sauraient pas qu'en fait, ça décrit des expéditions. Exactement. Des expéditions vikings. Voilà, les navigues. C'était de grands navigateurs qui exploraient. Exactement. Tout à fait. Grands navigateurs auxquels Léa Versant consacre un roman chez Gallimard Jeunesse. Oui. Sandaulne, renard polaire. Un roman adorable. Très bien ficelé, c'est une belle aventure, c'est un gros livre pour les enfants qui ont envie de lire, mais on peut le lire à partir de 9 ans. Sans problème. L'histoire d'une jeune fille, donc elle s'appelle Achilde, qui vit paisiblement dans les fjords avec sa famille, jusqu'au jour où sa famille est avalée par un poisson légendaire, le Jorgundmund. Le Jorgundmund. Mais après, vous inquiétez pas, je vais vous expliquer, il n'y a pas de problème. Allons-y. Et elle va faire la rencontre d'un renard polaire, Sol Vrev, qui va être son ami. C'est une très belle histoire d'amitié, une aventure dans les fjords qui sont très très bien décrits, sans jamais être alourdi ou quoi que ce soit. C'est palpitant, attachant, et la bonne nouvelle, c'est que c'est un tome 1. C'est un tome 1, c'est bourré de dialogue. Exactement. Du récit, des rebondissements, c'est chez Gallimard Jeunesse et c'est signé Léa Versant. Exactement. Je suis passionné par la culture viking après avoir lu Sandaulne. Mais bien sûr. Zou, l'enchaîne sur. Et quand on grandit, on a envie Héros et dieux de la mythologie nordique. Exactement, on a envie d'aller Pierre plus Bristol. loin. Pierre Bristol, oui. Donc là, c'est un tout petit livre, mais pour les grands, donc chez Librio. Je vous ai mis le Jorgundmund. Et si vous voulez aller plus loin, allez au serpent, à la lettre S, que je vous ai écorné. Que je ne vais pas tout lire, le serpent de Myrgadsorm. Exactement. Donc, il y a la prononciation à chaque fois. Oui, c'est très bien fait, très bien détaillé, mais en même temps abordable, fin de collège. Un enfant qui est intéressé par justement la mythologie nordique, les dieux et les personnages, il peut tout à fait se référer à ça. On va découvrir, redécouvrir et aller plus loin. Génial. Oui. Et on termine. Vous nous avez mis un super plateau de jeu. Alors là... Knarr. Oui. J'ai eu la chance d'aller au Festival des Jeux de Vichy qui a lieu chaque année et en nouveauté, nous avons Knarr. Knarr, c'est un jeu d'aventure et de stratégie. Nous sommes des navigateurs. Voilà. Nous avons chacun Regardez, on va naviguer. Voilà, nous avons chacun un bateau. On ne voit pas naviguer, là. Il faut qu'il nous voit naviguer. Voilà, nous naviguons. Et avec nos petits bateaux, vous voyez, enfin nos bateaux, non, on a des grands bateaux. Ouais, gros truc, là. Nous sommes très loin du cliché des Vikings. On ne va pas casser des têtes, on va naviguer, on va faire des expéditions. C'est une course de rapidité. Nous partons du 1, nous allons faire des expéditions. Voilà. Et il faut être le premier. Voilà. Et il faut arriver le premier à 40. Comment on avance, me direz-vous? Comment on avance? Eh bien, avec un équipage. Eh bien oui. Mais c'est évident. Il est là. Eh bien voilà.
Vous avez... Vous aussi, vous avez de l'équipage? Ah non, vous Non, avez moi, l'équipage, j'ai pas vous. d'équipage. Il n'y a que moi qui ai l'équipage. Alors, je vais montrer à Emmanuel pour la démonstration. Vous allez devoir faire des expéditions. Donc, ce sont des cartes différentes. Voilà. Et vous allez sur votre... Démonstrateur, ça m'a toujours rêvé. C'est démonstrateur Exact. du téléachat. C'est un truc Et génial. pour une mission, vous allez soit mettre des équipages, Ouais. soit des bracelets. Ah, ça, c'est les bracelets. Exactement. Vous allez commercer et il faut être le plus rapide, tactique et rusé. Génial. C'est important de connaître un peu la culture viking pour gagner? Pas du tout, pas Non, du là, tout. c'est vraiment un jeu, Un jeu univers qui viking. est, oui, édité par Bombix, illustré par Antoine Carion et créé par Thomas Dupont. Génial. Merci Nouveauté. beaucoup. Avec plaisir. Puisque dans votre librairie, il y a quelques jeux. Des jeux, des loisirs créatifs, On n'a pas dit petits une et grands éternité enfants. qu'elle était à Paris dans le 17e et qu'elle s'appelait... Oui, la je librairie suis des à la enfants. librairie des enfants quand Un je peu ne suis plus pas avec vous. Voilà. Alors, je ne suis pas certain que vous vendiez dans la librairie des enfants violences sexuelles entre mineurs. Oui, mais agir, prévenir, guérir, ça je l'ai noté. Oui, Bon, parce qu'il y a énormément en de tout cas, on vous le questions. recommande vivement. Un point qu'on n'a pas souligné, on a parlé des victimes, évidemment. Les auteurs, c'est des enfants, c'est pas des monstres. Oui, les auteurs sont des enfants et surtout, il ne faut pas leur appliquer cette étiquette de monstre. Voilà. Il faut se dire que ce sont des enfants en danger, des enfants qui, en général, sont fragiles, qui ont eux-mêmes été traumatisés Et qu'il faut protéger, et sauver, qu'il faut éduquer et protéger. soigner. Voilà. Et eux-mêmes prendre en charge. C'est très important et ils ne seront pas des adultes nécessairement auteurs. Et vous pouvez aussi aller sur le site internet de Juristes pour l'enfance. J'y suis allé, il y a plein de ressources extrêmement utiles. Merci beaucoup, Célie. plaisir. Merci beaucoup pour ces expéditions vikings et merci beaucoup aussi à toute l'équipe de l'émission. Au maquillage, Laure Audemont, Marine Plantec pour la préparation de l'émission, en régie aujourd'hui Emma Frari, au son Saïd Mamou, à la réalisation Romain Luc. Vous restez sur Souple TV, vous retrouvez, moi je vais jouer, la quotidienne en permanence sur internet Un vrai et navigateur. sur les réseaux sociaux.